Alors, cette semaine, dans votre émission Repère, j'ai le plaisir de recevoir Mike Velwachter, jeune homme de bientôt 36 ans, chef de projet et président d'un club service. Tout à fait. Bonjour Mike et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Alors, tout le monde m'appelle Mike de manière générale, parce que le nom est assez compliqué. Velwachter. Typiquement, c'est hollandais. Je suis originaire de la Guyane. J'ai fait mes études ici. 4 années depuis 2006 en Martinique. Et puis, j'ai décidé de partir en métropole pour terminer mes études. Et les choses ont fait que je revienne en Martinique parce que c'était bien aussi. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des projets qui étaient sur la Guyane. Et donc, je faisais souvent l'aller-retour entre la Guyane, la Martinique et la métropole. Et donc, j'ai fini par atterrir en Martinique. Mais justement, donc tu es né en Guyane, tu poses tes valises en Martinique à 2 reprises. Après avoir travaillé plus de 7 ans à Paris, qu'est-ce qui a motivé ce changement et t'a amené finalement à revenir ici? Alors, c'est une question de cœur, en toute honnêteté, une question de cœur. C'est souvent le cas. Mais j'avais beaucoup d'opportunités sur Paris, c'est vrai, énormément d'opportunités. Mais j'avais aussi mon cœur aux Antilles-Guyane. Pour te dire, hein, j'avais commencé par une casquette 973, tu sais, quand on est jeune, Oui. on dit souvent, j'appartiens au département un tel, etc. Et de par mon expérience, j'ai appris que faut pas avoir qu'une seule identité et culturellement, on peut s'adapter à n'importe quel département. Et j'ai beaucoup apprécié la Martinique, d'où le côté 97X, parce que j'avais aussi apprécié la Guadeloupe, comme la Caraïbe. Et voilà, j'avais envie de me développer au niveau outre-mer, et d'où la casquette 97X. Ah, c'est super ça. Tout le monde pensait que c'était autre chose, mais voilà. Ouais, d'accord. Mais justement, par rapport à ton nom de famille, tu peux nous en parler un peu parce que c'est vrai que c'est quand même difficile à prononcer. Donc, Veldwachter. Oui, donc, il vient d'où? Donc, tu disais effectivement que c'était hollandais, mais tu peux nous parler un petit peu justement de tes origines alors? Eh ben, écoute, j'ai des origines un peu partout. Ma maman est en Sainte-Lucienne, donc juste à côté, et mon papa guyanais d'origine hollandaise. Et donc, moi, je suis né en Guyane, forcément, et ce mélange a permis, en fait, de voir un peu différentes choses. Typiquement, Velwachter, ça veut dire quoi? Ça veut dire gendarme ou gardien des champs, en fait, garde champêtre. Et donc, je pense que porter un nom comme celui-là m'a permis de voir les choses différemment parce qu'il faut savoir le porter, ce nom. Ah oui, c'est ça. Il faut savoir le porter et je pense que c'est comme les familles de quelque chose. Nous, c'est Velwachter et mes frères et sœurs, on est 5 et aussi un demi-frère. Et sincèrement, c'est un nom qu'on a jusqu'à aujourd'hui, qu'on a porté avec honneur. D'accord. Et c'est vrai qu'il a toujours interpellé. Je suppose que même petit, on devait vous demander, mais c'est quoi ce nom? Il n'y avait pas des sobriquets, des choses comme ça Oh, j'ai pris des blagues. Faut être honnête. Mais en tout cas, ça t'a permis de te fortifier. Oui, mais c'est gentil. Et puis, quand on est tout petit, forcément, ça blesse un peu. Mais c'était tout gentil, c'était pas méchant. Et puis, avec du recul, c'est pas si simple de le dire. Même quand je fais des présentations, je vais directement sur je m'appelle Velwachter, mais n'hésitez pas à m'appeler Mike. C'est plus simple. D'accord, pour simplifier les choses. Et quand tu es arrivé donc en Martinique, après les 7 ans à Paris, tu parlais effectivement que de différents projets. Est-ce que tu as eu l'accueil que tu souhaitais? Est-ce que finalement, les Martiniquais, en tant que Guyanais, t'ont ouvert la porte? En toute honnêteté, il y a eu un cliché et qui m'a permis de me développer sur la Martinique et la Guyane. Un gros cliché qui date malheureusement sur les animaux, les bêtes, etc.
Et je vais pas donner le nom du professeur, mais ça m'avait un peu déçu. Et donc, j'arrive en classe. Bon, de manière générale, ça se passait quand même bien, mais j'étais quand même loin de la famille. Et donc, en tant qu'étudiant en Martinique, j'avais quand même ma tante ici et ça m'aidait énormément. Arrivé en classe, on me dit, oui, tu vis en Guyane. On m'a dit que y a des lions au marché de Cayenne qui circulent comme ça. Oh là 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 là. Alors, j'avais déjà entendu beaucoup de choses, mais là, ça m'avait un peu cassé. Besoin d'un professeur. D'un professeur, oui, tout à fait. Oui, j'ai trouvé ça délicat, surtout qu'il n'y en a pas. Donc, voilà, c'est la base. Hein. Bon, après, j'en ai eu d'autres de clichés, mais c'est surtout celui-là qui m'a marqué. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a donné de la conviction pour créer et construire un milieu culturel entre la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. Donc, j'ai développé des petits projets comme ça, petit à petit, en me disant qu'il faut ne pas faire de différence entre la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique, mais plutôt essayer de les rallier ensemble à chaque fois, systématiquement. Donc, d'où 97X. D'où le 97X. Mais c'est parti de loin, le 97X, oui. Vraiment. Vraiment, tu vas nous en dire un peu plus. J'ai vu que tu avais été aussi à l'initiative d'une association, Warning Pod, qui a été déployée sur 5 régions en France hexagonale. Est-ce que c'était pendant ta période d'étudiant? C'était quoi? Oui, c'est exactement ça. C'est durant cette période. Alors, je te disais, en fait, il faut savoir quelque chose, c'est que depuis tout petit, j'ai toujours été dans le milieu associatif avec ma maman, mon papa, mes frères, mes sœurs. Dans notre lotissement, si tu veux, on faisait le tournoi de Morne Coco, c'est le lotissement où j'habite. Et on faisait des tournois de vélo, de basket, volleyball avec la mairie. Et donc, tout jeune, on a été plongé dans ça, dans le milieu événementiel, le milieu social. Ma maman aussi et mon papa, ils avaient un magasin aussi. Donc, j'ai vraiment été élevé autour de ça. Et j'ai grandi dans le monde de l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire. Et petit à petit, dans ma classe, j'ai découvert des amis. J'ai mon frère qui est DJ en Guyane. Et je me disais que c'est dommage, en fait c'est parti de là, mais vraiment. Je me suis dit, c'est dommage, en Guyane, je paye pas de soirée, je rentre gratuitement et tout, comme un VIP. Bien sûr que je ne suis pas, mais j'avais le statut d'être le frère du DJ. Ouais, oui. DJ Basti, coucou. Et petit à petit, avec l'expérience qu'on était en train de développer autour de l'informatique, à l'époque c'était Messenger, il y avait MSN, et donc on surfait beaucoup autour de ça. Et j'ai eu des opportunités avec mes camarades de manière à faire de la publicité autour de l'événementiel. Tout simplement, c'est parti. À partir de là, on faisait, je leur ai proposé de faire des newsletters à l'époque. J'étais vraiment jeune, faisait des newsletters sonores. Et donc, il suffisait la personne recevait un mail et cliquait à peine sur le mail qu'elle recevait le jingle de l'événement. Donc, même si elle l'avait pas lu, elle avait l'écoute au moins. Et du coup, ça attisait un peu, ça rendait un peu le côté attractif d'un mail. La personne cliquait dessus et pouvait gagner des places pour aller en soirée. Et petit à petit, j'ai grossi cette base de données. En tant que jeune, j'étais assez content parce qu'on est passé de rien à plus de 5000 abonnés. Tu avais quel âge à l'époque? On était là, c'était la vingtaine, donc 2006, c'était la vingtaine. Je vais pas donner l'âge exact parce que, mais c'était à l'époque où j'étais en prépa, donc à Supinfo, une école informatique, et tous ces jeunes-là qui étaient dans ma classe et dans les promos juste à côté, on était 5 promos. Bon, on était content de faire ce type d'opération. On était une équipe de 5, 6, et puis on continuait à faire des opérations comme ça. Et puis du jour au lendemain, on s'est dit, bon, on rentre gratuitement en soirée, c'est bien. Bon, allez, on consomme aussi, c'est bien. On rencontre du monde, c'est bien, mais il faut commencer à faire du business. Et puis on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire notre événementiel, notre soirée, on a un potentiel, pourquoi pas l'utiliser
Et donc, le vice-président de l'association, à l'époque, ça fusait, hein, les idées, hein, on était plein de camarades. Il y avait Lionel, Yann, Jérémy, Loïc, Toufik. Bon, voilà. Bon, C'est chouette. Peut-être pas tous nommés, hein, Ouais. il y a Damien aussi, notamment. Mais ça fusait et on essayait vraiment de se diversifier là-dessus. Et notre première soirée, c'était un mercredi, je vais toujours m'en souvenir. On n'y croyait pas trop. Mais on a fait venir un DJ de la Guyane, un DJ de la Martinique, et puis on s'est dit, allez, on va changer la thématique, parce que au départ, tout était centré sur les filles, un peu, mais sur les filles peuvent rentrer gratuitement jusqu'à telle heure, etc. Et puis on s'est dit, on va changer. Oui. On va changer la donne et tout. Et on s'est retrouvé à faire un chiffre d'affaires avec une qualité exceptionnelle, parce qu'il n'y avait pas énormément de monde, mais on se retrouvait avec un chiffre d'affaires comme si on était un samedi ou un vendredi. Et là, le propriétaire du lieu nous a demandé si on voulait pas essayer encore et encore. Donc voilà. Et ça a duré combien de temps? Bah, écoute, on a fait plus de 500 soirées organisées. On l'a déployé en Martinique, en Guyane. Alors, ça n'a pas trop bien marché en Guyane, mais par contre, on a déployé ça en Martinique. On a travaillé c'est aussi avec Mike Cartel, qui organise la BACA chaque année. On a déployé à Paris, à Bordeaux, à Montpellier, Lyon, Toulouse. Et ça a eu il y a une belle communication derrière tout ça. Ça a bien fonctionné pendant des années. On a été comme repère, comme référence, j'ai envie de dire, le Club Vendôme, qui est une très belle référence pour nous. Oui. Le VIP Room aussi, pour d'autres. Et puis, l'objectif de tout ça, c'était surtout de préparer des jeunes entrepreneurs de demain, des personnes qui sont capables de mener des projets. Parce que de mon côté, j'ai toujours été nourri de projets comme ça. Et les personnes qui étaient à côté de moi, je pense qu'ils auraient souhaité avoir cette fibre parce qu'il y avait quand même une conviction, il y avait un chemin où on me montrait qu'ils avaient envie de me suivre. Et ils avaient aussi leur volonté. Et petit à petit, ils ont eu leur responsabilité, ils se sont déployés eux-mêmes, ils ont créé leur business. Et aujourd'hui, on est tous à un bon poste ou entrepreneurs. Et c'est très beau à voir. C'est vraiment très, très beau à voir. De voir l'évolution que ça a pris, je suis très content. L'association, elle a été clôturée ou ça perdure? Alors, je dirais qu'elle a été mise en stand-by, plutôt, parce que aujourd'hui, chacun a créé en fait son propre business. Ouais. Et c'était une association, donc c'était pas non plus. On aimerait bien reprendre, c'est pas perdu, j'ai envie de dire. C'est juste qu'il faut le temps, faut l'énergie nécessaire pour pouvoir y arriver. Et je pense que un jour ou l'autre, ça va nous motiver, comme à l'époque, on va se dire, si on organisait un petit plan Warning, parce que ça s'appelait Warning Prod, je l'ai pas annoncé, mais voilà. Oui. Et il y a aussi, en fait, une structure que tu as créée avec ton frère. Oui, tout à fait. La société Valdissimo Télécom. Oui, je suis cofondateur de la société Valdissimo Télécom. Ouais. Et avec mon frère David Velwachter. Ouais. Et donc, alors là, c'est un autre domaine. J'ai fait près de 7 ans à Paris, où j'ai bossé dans les télécoms, justement. Mon frère, à Bouygues Télécom, tout à fait, exactement. En tant que prestataire, je précise bien. Bon, il y a l'envergure du décor. On sait principalement les problématiques que la Guyane rencontre. Et c'était pour nous important de mettre en place des projets autour des Outre-mer, mais aussi de la Guyane. Donc, pour commencer, on avait créé une application qui s'appelait Radiodome, et de manière à rester connecté, quel que soit l'endroit où on se trouve, à une émission. Donc, notamment, ça pouvait être Fusion, ça pouvait être Énergie, ça pouvait être Guyane Première. On avait rationalisé, centralisé tous les flux en une seule application. Maintenant, ça existe de manière globale, mais ça n'existait pas avant. Et donc, ça a très, très bien marché pendant une longue période.
Ça n'a pas continué parce qu'il faut maintenir, il faut les fonds nécessaires pour ça. Et c'était une application qu'on a mis en place parce qu'on voyait l'intérêt. Derrière, on voyait plus d'intérêt à... Oui, je comprends. Et le financement, il venait d'où alors? C'était du financement privé de mon frère et moi. Alors, mon frère s'était occupé de l'application iPhone, Apple, et moi, je m'étais occupé de l'application Android. Donc, à deux, en travaillant, on se faisait des projets, des nuits et des nuits de travail. On n'arrêtait pas. Et donc, voilà. Et vous avez proposé le projet, en fait, à des mécènes non, on n'a pas... Alors, mon frère, c'est quelqu'un de très particulier parce qu'il aime bien mettre la main à la pâte directement et essayer de mettre en place le projet sans pour autant demander au public. Non, ce serait bien de le faire systématiquement parce que c'est aussi... ça nous sert aussi de leçon, mais de savoir pouvoir concevoir ce genre d'outils seul, prendre en charge avec le financement qui vient de nous-mêmes, c'est aussi un très bel intérêt. Et c'est gratifiant aussi. Oui, c'est très, très gratifiant, tout à fait. Et puis, ensuite, on a eu une opportunité, je dirais, suite à... Alors, ça découle, hein, mon frère travaillait beaucoup dans la partie satellitaire avec une société qui s'appelle Caribsat. Et donc, on voulait répondre à une problématique pas unitaire, mais groupée, pour pouvoir fournir Internet dans les zones isolées de la Guyane. Et donc... vaste chantier. Un très gros et vaste chantier, avec les zones blanches, il y en a partout, en Martinique, en Guadeloupe aussi, mais en Guyane, c'est très présent de par la grandeur du territoire. Oui, mais il faut le vivre. Et donc, on a fait beaucoup d'opérations, notamment avec différents types d'opérateurs, hein, Digicel, SFR, ou pour mettre de la 2G, de la 3G, de la 4G sur tout le territoire. Et donc, ça a eu un réel impact sur ma vie, de manière générale, parce que, grâce, j'ai envie de te dire, à ce projet, j'ai pu partir avec mon frère en Californie pour présenter le projet. Ça a été une première pour moi. Mon frère m'a dit, prépare-toi, on va voir Facebook. Et présenter le projet, ça, c'était waouh, une expérience phénoménale. La deuxième expérience, je dirais, c'est Outre-mer Network avec Daniel Yerso, où j'ai pu présenter ce projet devant plus de 300 personnes. Aussi quelque chose de phénoménal. Le numérique partout et pour tous. C'était notre volonté. On a été aussi déployés nous-mêmes sur le territoire de la Guyane. Donc, grâce à mon directeur général qui s'appelait Monsieur Didier Bonnet, m'a permis en fait de partir plus d'un mois en Guyane pour pouvoir déployer le réseau sur chaque territoire. Et c'était vraiment impressionnant parce que la logistique, on n'est pas conscient de ça, mais la logistique qu'il faut pour pouvoir déplacer tout ce matériel dans tout l'ouest du Maroni ou l'est de la Guyane, c'est impressionnant. La rencontre aussi avec les différentes populations, ça devait être très enrichissant. Mais je pense que c'était la plus belle expérience de ma vie. Ça m'a permis de redescendre, comme on dit. Sorti de Paris, on a plein d'expériences, on est plein de fougue. Et en tant que Guyanais, je le dis, hein, je connaissais pas cette partie et ça m'a fait du bien de connaître cette diversité des tribus. Quel est le souvenir le plus marquant pour toi? Marquant, je dirais que je suis parti de Saint-Laurent sur une pirogue avec plein de matériel à l'intérieur. Bon, j'avais des vidéos sur mon Facebook, mais il y avait énormément de matériel sur la pirogue. Je pense que tu as déjà dû voir des tracteurs ou des hélicoptères sur 2 pirogues. Bon, ben moi, je l'ai vécu. Pas le tracteur, quand même pas, mais avec beaucoup, beaucoup de matériel dessus. Et il fallait remonter tout le long de l'ouest du Maroni, soit plus de 8 heures de pirogue.
Et je me suis jamais ennuyé. Jamais. C'était une expérience vraiment magnifique, où on a un paysage, un calme. On a aussi, on apprend à parler un dialecte différent que le français, le créole, le taki. Voilà, il y a des Saramaka, des Djuka, des Bushinengue, on a différents types de tribus. C'est à découvrir. J'ai été jusqu'à l'extrémité de l'ouest de la Guyane, en Tekumpata notamment, Pidima, Talouen, et les règles sont complètement différentes à chaque fois, et c'est régi différemment. Je vais donner un simple exemple. On n'arrive pas sur un territoire amérindien comme ça. Il faut demander la permission au capitaine qui gère le village pour tout le monde, et c'est une sorte de maire. Et à partir de là, on peut venir. Et pourtant, voilà, voilà, c'est pas comme si on arrivait à Cayenne ou à Fort-de-France. Et ce que je voudrais savoir justement, c'est les rencontres avec les populations autochtones. Qu'est-ce que tu en retiens? Alors, de ce que je retiens avec cette population, c'est que il faut y aller sans a priori déjà pour commencer. Et ils ont leurs problématiques. Il y a quelque chose qui me fait réellement peur, mais c'est aussi le cycle de la vie. C'est cette différence qu'il y a entre la culture des autochtones, des Amérindiens, et la technologie qu'on veut leur imposer. Oui. Et faut savoir quelque chose, c'est qu'il faut quand même y aller. Parce que une fois qu'ils ont touché à cette technologie, c'est que ils sont limités. Alors, je vais donner un exemple. Il y en a certains qui avaient des portables, mais qui n'avaient pas Internet. Et ça posait problème. Il y en a certains qui vont à l'école, mais qui ne peuvent pas étudier. Donc, ça posait problème. Et donc, à partir de là, je pense que c'était l'importance de fournir Internet dans ces zones l'enjeu était très important. Parce que au moins ils pouvaient se cultiver. Mais pour certains, ça peut poser un problème éthique de ramener en fait finalement tout ce qui est valeur occidentale sur des populations en fait finalement qui s'autogèrent et qui fonctionnent. Oui, très clairement. Très clairement, ça peut poser problème. Très clairement, il y a des incidents majeurs par rapport à tout ça. Avant qu'on emmène Internet et que je te disais qu'il y avait certains qui avaient des téléphones, mais c'est un peu comme tout, hein. Tu sais, c'est aussi la boisson, par exemple, c'est ça, l'alcool, qui est ramené sur ces territoires-là, et c'est abusé. À force, ils tombent dans des dépressions, dans des effets de bord qui ne sont pas maîtrisés et qui vont vers des suicides. Donc, on note énormément de suicides par rapport à toutes ces nouvelles choses qu'on leur amène. Et justement, c'est pour ça aussi je mettais un point d'honneur là-dessus. Il faut pas s'arrêter juste au téléphone ou à la boisson. Il faut leur apporter la culture, pour qu'ils puissent justement, eux, s'instruire. Et mettre les limites et comprendre, et mettre les limites, comprendre ce qu'ils les vivent, outils qui etc. sont à la disposition. Sans pour autant les restreindre. Ils peuvent toujours garder leur vie, leur façon d'être, leur façon de faire. Maintenant, ne pas être limité, parce qu'il y a des enfants qui se développent, qui essayent de revenir sur Cayenne systématiquement, enfin Cayenne, Saint-Laurent ou autre. Et donc, il y a forcément cette divergence une fois qu'ils reviennent sur les lieux où il y a des problématiques. On a aussi une autre problématique, c'est qu'il y a des professeurs des Antilles qui viennent et qui n'avaient pas Internet, qui ne pouvaient pas être connectés, être proches de leur famille. Et donc, ça posait aussi de gros problèmes de dépression. Ça répondait vraiment à un besoin, besoin réel, oui. Pour les aider d'un côté comme l'autre. Donc, voilà. Je pense que ça a permis beaucoup d'évolution. Et puis, en termes de communication, c'était pareil. La data, il fallait la payer initialement. On est dans un circuit où tu as en face de toi le Suriname. Oui. Et tu traverses, tu arrives dans la partie du Suriname. De l'autre côté, c'est un peu le Brésil, disons ça comme ça, le fleuve de l'Oyapock.
Mais c'est un peu cette particularité qu'on a et les antennes ne sont pas aux normes françaises, etc. Donc, le Suriname envoyait vers la Guyane et tout le monde était hors forfait, donc ils payaient des factures énormes. Ouais, donc il y avait ces Il y avait vraiment problématiques-là aussi. un besoin réel de le faire. Voilà, d'accord. Ouais. Ok, donc à chaque fois, effectivement, tu t'engages dans des projets qui sont porteurs, qui sont fédérateurs et qui sont finalement pour le bien commun. Oui, j'essaye en tout cas. Oui, j'ai bien compris ça finalement dans ton parcours. Et donc, ça fait à peu près 5 ans que tu es revenu? Alors 2018, j'ai fait 8 mois en Guyane. Oui. Et puis ensuite, je suis revenu ici. Voilà. Voilà, je me suis marié, j'ai eu un enfant. Et à peine, justement, 4 à 5 ans après ton arrivée, tu es maintenant président du club Rotary Cœur Caraïbes. Oui, alors bientôt, hein, président élu. Président élect. Oui, tout à fait. Voilà, mais justement, pourquoi avoir été intégré ce club service? Ben écoute, comme tu l'as bien dit, j'aime beaucoup servir. Déjà, je pense que ça le montre, aider à se développer. Je me suis toujours dit que... Alors initialement, on m'a conseillé de partir en métropole pour faire mon expérience. C'est une personne qui je suis très très proche d'elle. Enfin, on était proches à l'époque et qui m'a dit oui, tu vas pas faire comme ton frère, hein, tu vas pas rester en Guyane. Il faut te développer, tu as des compétences, Mike. Et j'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête. Et en partant, je n'ai pas oublié de revenir en fait. Parce que pour moi, c'était, quel que soit l'endroit où j'étais en Guyane, j'avais aussi un petit côté en Martinique, et les projets chez moi, ça ne s'est jamais arrêté. Et pourtant, je suis salarié chez Pilmedia, ça ne s'est jamais arrêté. Mmh. Voilà. Et pourquoi le Rotary alors? Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur les missions en tant que futur président? Comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu comptes amener, les actions Écoute, quand je suis arrivé en Martinique, je me suis dit, il y a quelque chose qui me manque encore dans ce panel d'aide. Et c'était au niveau social. Et je dirais comme par hasard, j'ai une magnifique marraine qui m'a parlé du Rotary, des valeurs du Rotary qui se rapprochaient beaucoup de celles que j'avais. Est-ce que c'était bienveillant tout ce qu'on faisait? Est-ce que c'était juste? Est-ce que c'est réciproque? Et puis, au-delà de tout ça, je pense que c'était un tremplin aussi pour moi, un sas pour moi. Parce que ma famille est en Guyane, je me créais une nouvelle famille en parallèle aussi, avec le Rotary, parce que c'est une grande famille, le Rotary. On est plus d'1 million dans le monde, et c'est une belle aventure. C'est juste une très belle aventure de pouvoir faire des actions tout autour. Et je pense que le plus beau, c'est qu'une fois réalisée l'action, on voit l'intérêt qu'il y a eu. Donc voilà. J'ai adhéré franchement au concept du Rotary, du club service de manière générale. Et tout de suite après, il y a aussi quelque chose, c'est que chez moi, il y a ce petit côté leadership, je pense, qui me plaît beaucoup au Rotary. Il y a des formations à l'intérieur et je pense que j'ai voulu monter en compétences rapidement aussi pour faire mes preuves, montrer aussi que je peux faire. Et ça m'a emmené, en fait, je pense, parce que j'ai été élu par tous les membres à l'unanimité, et je pense que ça a été très porteur pour moi. D'abord secrétaire, une année assez particulière, où on a d'ailleurs reçu le gouverneur cette année, on a fait une soirée exceptionnelle. Bon, je te dirais que ça m'a fait le plus grand bien par rapport à l'association Warning Prod, j'ai pu faire de l'événementiel, donc j'étais dans mon élément quand même. Et puis là, c'est la présidence qui se prépare, donc on fait en sorte de manifester une certaine volonté d'accueillir un maximum de membres
qui rejoignent un peu nos valeurs. C'est pas qu'un peu, qui rejoignent nos valeurs. Il reste très peu de temps, Mike, mais je voudrais quand même te poser 2 questions. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'actions phares en fait qui seront sous ta mandature? Et puis beaucoup pensent que les clubs services sont des clubs pour les affairistes ou les nantis. Est-ce que c'est vraiment le cas? On dit tellement de choses sur les clubs de service. C'est une secte. Oui, donc le Rotary, c'est une grande famille. Il faut bien le préciser. Et je vais simplement vous dire que autour de chaque membre, il y a une compétence. Et cette compétence permet aujourd'hui de faire des actions. Ces actions sont liées à une compétence et à un domaine d'activité. Souvent, si vous avez des médecins, vous aurez beaucoup d'opérations autour des soins. On en a tout plein autour de ça. Maintenant, nous, cette année, on va reprendre les projets annexes. Cette année, je souhaite aussi renforcer cette famille pour qu'elle grandisse encore plus autour des actions. On va maintenir la collecte des déchets comme chaque année. D'ailleurs, dimanche 12 mars, on en a une. On en a une aussi qui me tient à cœur par rapport à notre président actuel. C'est l'action Je te vois. Avec les sans domicile fixe. Les sans domicile fixe, excusez-moi. Et l'objectif vraiment est fort, c'est de pouvoir montrer un autre environnement à ces personnes et être à l'écoute de ces personnes, de leur donner simplement à manger ou de dire « Ah, t'as besoin de vêtements ? Bah tiens, des vêtements. » On aurait souhaité visiter carrément la Martinique avec eux. Et leur donner du temps. Et leur donner du temps. Donc, un dernier message pour ceux qui souhaiteraient candidater en fait, à Cœur Caraïbes. Écoutez, on a une belle communication autour, les Facebook, Instagram, Rotary Cœur Caraïbes. Vous tapez ça, simplement. Ensuite, vous pouvez directement venir me voir. Ce serait avec un très grand plaisir, un immense plaisir de vous recevoir pour que vous puissiez nous visiter. Donc, ça n'engage à rien. Venez voir et vous allez découvrir qu'on n'est pas si guindé que ça, pour certains qui le pensent. On a tellement de clichés. Mais je dirais que le Rotary Cœur Caraïbes est un des plus jeunes clubs de la Martinique. Et on a une identité, comme tous les autres clubs, et qui reste à découvrir. Donc, venez nous visiter. C'est tout ce que je peux vous dire. D'accord. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Mike? Parce qu'on arrive vraiment au bout de l'interview. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Je pense qu'il faut me souhaiter de garder cette joie que j'ai en moi et continuer à donner de l'amour et de continuer à aider autour de moi. Tant que je peux, j'aiderai. Voilà, simplement. Merci beaucoup, Mike. Merci à toi pour cette invitation.